Nous sommes en ligne. Bonsoir, professeur. Bonsoir, docteur Catherine Laurençon, docteur en naturopathie Kevin Lamberger, Jean Joyeux et Lucie. Oui, bien. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bienvenue à vous tous. Alors, je vois que nous avons déjà des habitués, donc voilà, nous allons commencer par notre petit tour d'horizon. Si vous voulez nous dire d'où est-ce que vous nous écoutez ce soir, eh bien, je vous lis. Donc, je vois qu'on a Henri et Dina du Chambon-sur-Lignon. Nous avons aussi Aix-en-Provence. Bienvenue à tous ceux qui sont très chauds. Il y a aussi, je crois, des femmes enceintes qui vont bientôt accoucher, au moins une, je le sais. Donc, nous avons Versailles aussi qui nous rejoint. Nous avons Patrick et Nadia de Vendée, Maison-Alfort. Nous avons bienvenue aussi Nel, je vous reconnais. Je vois qu'il y a Lance dans le 62. Alors oui, c'est vrai, on a eu deux derniers webinaires qui se sont coupés au bout d'1h45, 1h50. Il nous manquait les 10 dernières minutes. On a été coupés. On ne sait pas pourquoi actuellement. On a investigué, on a fait des petites démarches sur nos ordinateurs respectifs, on verra. On espère que ça ira mieux cette fois-ci. Alors, donc nous avons déjà des questions sur les vaccins, alors on pourra toujours en discuter. Bergerac aussi qui nous rejoint, la Haute-Savoie, Lyon, Rieux-la-Pape, c'est les Bertrands, bienvenue. Donc voilà, pour ceux qui arrivent et pour ceux pour qui c'est le premier webinaire, nous faisons toujours un petit tour d'horizon au début de chaque webinaire. Ça permet aux éventuels retardataires de ne pas rater le début, même si bien sûr le webinaire est enregistré. Nous avons une deuxième personne d'Aix-en-Provence ce soir. Très bien. Et Lyon. Alors, bon, comme nous avons beaucoup de personnes, je pense qu'on va peut-être pas prendre trop de temps ce soir pour le tour d'horizon, puisque nous avons au moins 3 personnes qui vont préparer donc des choses à nous dire. Donc, il y a bien sûr le docteur Catherine Laurençon qui va commencer, qui nous parlera notamment du lait maternel, ce trésor. Nous avons aussi avec nous Kevin Lamberger. Donc, comme disait le professeur Henri Joyeux, Kevin est naturopathe. Il est même fondateur d'une école de naturopathie qui est dans le Jura, l'ENA-MNC. Mais pas que, parce qu'en fait, il est aussi papa, il est aussi fondateur d'une école et d'une résidence aussi pour personnes âgées. Tout cela dans le même lieu, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas? Donc voilà, c'est magnifique, ça fait cohabiter toute la génération et c'est vraiment un projet intégral, holistique finalement, comme le mot est à la mode, c'est vrai. Mais bon, on peut le dire de temps en temps. Et donc, nous avons aussi avec nous Jean Joyeux, que beaucoup d'entre vous connaissent. Jean Joyeux est nutritionniste, enseignant en micronutrition dans plusieurs organismes d'enseignement supérieur, notamment l'école de Genève. L'école de nutrition holistique, voilà. Oui, tout à fait. École de nutrition holistique de Genève, mais tu as aussi une activité de consultation, bien sûr, que tu maintiens pour avoir toujours le lien avec les patients. Voilà, donc le professeur Henri Joyeux, que nous ne présenterons plus, un chirurgien cancérologue, spécialiste des liens entre le cancer et la nutrition, entre les habitudes alimentaires et les maladies de civilisation. C'est un combat de chaque jour depuis très longtemps, et il a écrit avec Jean d'ailleurs un certain nombre de livres, dont le livre que j'appelle La Bible, Manger mieux et meilleur de 0 à 100 ans, et puis plein d'autres sur plein de sujets comme le foie, votre foie besoin d'amour, ou alors centenaire et en pleine forme, voilà. Donc je vous laisse la parole, professeur, parce que c'est vous qui nous mettez tous ensemble autour de la table. Vous êtes le président de l'association sans but lucratif Famille Santé Prévention qui organise ces webinaires. Alors écoutez, une bonne nouvelle. Il y a un monsieur qui a été allaité par sa maman et qui a fêté hier ses 104 ans. Voilà. Ça, c'est déjà pas mal. C'est public. Il s'appelle Edgar Morin. Je l'ai eu au téléphone. Il va très bien. Il est à Paris, arrivant du Maroc, où il était là-bas, je dirais, avec une partie de sa famille. Il est arrivé à Paris. Bien, félicitations. Donc, sa maman l'a allaité, vous voyez, il y a 104 ans. Et c'est peut-être utile de penser à l'allaitement maternel. Et à l'époque, il n'y avait pas toutes les possibilités que l'on a aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous avons donc invité le docteur Catherine Laurençon, qui est notre experte numéro 1 en pédiatrie. Également, Kevin Lamberger, qui a de grandes compétences dans le domaine naturopathique pour les grands, les petits, les âgés, etc., pour tout le monde, et donc qui nous parlera de choses tout à fait particulières dont on n'entend pas beaucoup parler. Et puis Jean, qui nous dira un peu comment le lait, ça se digère ou ça se digère mal, qu'est-ce qu'il faut pour bien le digérer et pour arriver comme ça centenaire, puisque un petit qui vient de naître ou qui va naître, eh bien, il a devant lui un bon petit siècle devant lui.
Alors, Catherine, à vous pour nous parler des laits, du lait maternel et puis peut-être aussi des autres, sans parler. Alors, aujourd'hui, on ne parle pas des laits végétaux. Ça, non. S'il le faut, s'il y a des demandes, nous ferons un webinaire spécifique, mais on reste sur des laits, entre guillemets, animaux, sachant que la maman n'est pas un animal, mais est quand même mammifère. Voilà. D'accord. Donc, le plus souvent, les femmes enceintes souhaitent allaiter leur bébé. Et elles ont bien raison, parce que le lait maternel est l'aliment vraiment idéal pour le nouveau-né et le nourrisson. Et on va voir tous les bienfaits. Et on verra aussi un petit peu les autres laits, parce que parfois l'allaitement n'est pas possible ou n'est pas souhaité. Et à ce moment-là, se pose le choix du lait. Et en fait, sur le marché, il y a plus de 160 laits différents. C'est difficile de s'y retrouver. Donc, on pourra montrer des comparatifs qui ont été faits et qui sont assez intéressants et faits avec vraiment beaucoup d'attention. Donc là, pour le lait maternel, on sait que l'OMS recommande les 6 premiers mois l'allaitement maternel exclusif. Et il recommande également jusqu'à 1 an un allaitement mixte avec la diversification. Les bénéfices du lait maternel sont dose dépendants. Ça veut dire que plus on va allaiter longtemps un enfant, un bébé, et plus il y aura des bénéfices. Donc, si on allaite 6 mois, il y aura plus de bénéfices que si on l'allaite 2 mois. Si on l'allaite 18 mois, il y aura plus de bénéfices que si on l'a allaité 6 mois, etc. Donc, d'où l'intérêt de ne pas hésiter, si on en a envie, à allaiter longtemps, jusqu'à 3 ans, voire plus. Le lait maternel, il est équilibré, il est fait vraiment pour couvrir tous les besoins nutritionnels du bébé. Donc, les 6 premiers mois, ça va être la totalité des besoins nutritionnels. Après, entre 6 mois et 1 an, ce sera 50% le lait maternel, 50% la diversification, donc ce qu'on va lui donner à manger en plus. Et ce sera encore un tiers de l'apport nutritionnel entre 1 an et 2 ans. Donc, la première chose à dire, et c'est souvent dit, c'est que le lait maternel est le meilleur vaccin pour les nourrissons. Effectivement, il contient des anticorps, des substances actives contre de nombreuses infections, et on va voir en détail tout à l'heure. Les pédiatres hospitaliers qui travaillent en réanimation et qui s'occupent des prématurés, en fait, ils choisissent le lait maternel pour alimenter ces bébés qui sont fragiles. Et ils savent que c'est la meilleure façon de les faire évoluer positivement et surtout la meilleure façon d'éviter une complication qui est rare mais qui est gravissime, c'est l'entérocolite nécrosante et c'est une des complications des grands prématurés. Donc les prématurés ont la chance souvent d'avoir du lait maternel. Les bienfaits du lait maternel donc, sont connus à court terme, mais ils sont aussi maintenant connus à long terme. Donc, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré et qui montrent que c'est un facteur de prévention de l'obésité de l'adolescent et de l'adulte. Et donc, c'est aussi un facteur de prévention de toutes les maladies qui viennent avec l'obésité, c'est-à-dire le diabète, tous les problèmes de maladies cardiovasculaires, les problèmes hormonaux, etc. Donc, le lait maternel, il est également protecteur pour la maman, donc il a des bénéfices. Il est protecteur contre les cancers du sein, contre les cancers des ovaires et contre les cancers de l'utérus. Donc le colostrum, c'est ce lait qui est sécrété pendant quelques jours, entre 3, 5, 10 jours. Et c'est un lait qui est particulièrement riche. Et c'est ce lait-là qu'on appelle le premier vaccin du bébé. Donc, pourquoi est-ce qu'il est particulièrement riche? Il est très riche en substances immunitaires, c'est-à-dire des anticorps, des lymphocytes, des macrophages, des polynucléaires. Il va y avoir énormément de protéines dans ce lait, dans ce colostrum, 4 fois plus que dans le lait maternel mature, le lait maternel qui va arriver après. Et évidemment, il y a des sels minéraux, des enzymes. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de protéines, en particulier la lactoferrine?
Mais en fait, c'est quand même un traumatisme pour le bébé, l'accouchement. Il peut y avoir des petites lésions et cellulaires, il peut y avoir des petites réparations à faire. Et on pense que cet apport du colostrum avec beaucoup de protéines va permettre toutes ces réparations tissulaires. Une anecdote amusante sur le colostrum, c'est qu'avant l'ère des antibiotiques, en fait, le colostrum des vaches était utilisé dans certaines infections assez couramment. Alors, quel est le type d'anticorps qu'on va trouver dans le colostrum? En fait, ça va dépendre de ce que la mère a rencontré comme bactéries, comme microbes, et aussi quelle vaccination elle a eue. Donc, ces anticorps, en fait, la muqueuse intestinale, la membrane intestinale du bébé, des premiers jours, n'est pas imperméable. Donc, elle peut laisser passer quelques molécules un peu plus grosses, et en particulier, elle va laisser passer des anticorps, les anticorps qui sont dans le lait maternel, et donc ces anticorps vont aller directement, vont rentrer dans l'organisme du bébé et vont pouvoir l'aider à lutter et à se protéger. Donc, il y a aussi également des facteurs de croissance dans le colostrum qui vont permettre aux colonies bactériennes de s'installer, de s'implanter au niveau de la muqueuse intestinale. Alors, le colostrum, après quelques jours, la production va diminuer et le lait va se transformer et on va avoir le lait mature. Alors, le lait mature, il est différent. Il est constitué de 85 à 90% d'eau. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de donner de l'eau au bébé les 6 premiers mois, sauf si on lui interdit de prendre le sein quand il en a envie. En fait, surtout l'été, si bébé, toutes les demi-heures, a envie de prendre une petite tétée, il faut le laisser faire. Mais si on adopte ça, on n'a pas besoin de lui donner à boire. Il y a beaucoup d'eau dans le lait maternel. Alors, les protéines, on a vu, il y en avait beaucoup dans le colostrum. Et maintenant, il y en a 4 fois moins. On va dire qu'il y en a 10 grammes par litre. Et il y en a 4 fois moins également que dans le lait de vache. Le nouveau-né, il a des reins et un foie qui sont un peu immatures et il ne faut pas les surcharger en protéines. Donc, c'est une très bonne chose. Et c'est pour ça que c'est un des problèmes avec le lait de vache, c'est cette surcharge au niveau protéique. Alors, dans le lait maternel, on va reparler des protéines, mais il y a des enzymes, en particulier des protéases. C'est une enzyme qui va permettre de découper les protéines. Mais ça va déjà commencer dans le sein, dans la glande mammaire. Avant que le bébé tète, il va y avoir déjà une action des enzymes pour commencer à découper un petit peu ces protéines et pour qu'elles soient plus facilement assimilées. Donc, en fait, il y a 2 types de protéines dans le lait maternel. Il y a les caséines, qui représentent à peu près 40% des protéines, alors que dans le lait de vache, il y en a 80%. On sait que les protéines se groupent les molécules de caséine se regroupent et forment ce qu'on appelle des micelles, c'est des petits ensembles. Et ces petits ensembles, dans le lait maternel, c'est tout petit. Et du coup, ça va favoriser la vidange de l'estomac rapidement. Ça veut dire que la digestion va se faire vite et au bout de 60 à 90 minutes, l'estomac sera à nouveau vide. Par contre, comme il y a beaucoup plus de caséine dans le lait de vache, ces petits assemblages de molécules de caséine, c'est beaucoup plus gros. Les micelles sont beaucoup plus grosses et du coup, elles vont être plus difficiles à digérer dans l'estomac du bébé et la digestion va durer 3 heures. Donc, c'est presque le double, en fait. Alors, ces micelles, ces groupes de caséine du lait de vache, c'est elles aussi qui vont être à l'origine de troubles digestifs, d'intolérance, d'eczéma et de tout un tas de soucis. Donc ça, c'est la première partie. 40% des protéines, ce sont les caséines. Les 60% restants, c'est des protéines du lactosérum. Ce sont des protéines solubles. Et alors, elles vont aussi favoriser la digestibilité, mais on va retrouver surtout des protéines qui ont un intérêt pour l'immunité. Donc, il y en a énormément.
je ne sais pas si je dois tout énumérer, mais il y a la lactoferrine qui est très importante. C'est la deuxième protéine la plus abondante dans le lait maternel. Elle a une action importante pour lutter contre les infections. Elle a des propriétés antivirales, antibactériennes, anti-inflammatoires. Et elle va participer également à l'équilibre du microbiote du bébé. Elle capte le fer qui est nécessaire au développement de certaines bactéries. Donc la lactoferrine, c'est très important. C'est un taux important dans le colostrum, un taux un peu moins important dans le lait la première année, et ça va remonter après dans le courant de la deuxième année pour continuer à soutenir le système immunitaire du bébé. Donc, on a la lactoferrine, on a une autre glycoprotéine c'est le lysozyme. C'est aussi une protéine qui est capable de détruire les bactéries. Et cette protéine aussi, son taux augmente dans le temps. Donc, quand on continue l'allaitement longtemps, on augmente ça. Alors, bien sûr, il y a des anticorps, des immunoglobulines, il y en a beaucoup, et en particulier les IgA sécrétoires, qui sont des anticorps qui sont très, très… C'est la maman qui les passe, hein, toutes ces immunoglobulines. Tout ça, c'est dans le lait maternel. Voilà. C'est ça. Donc, c'est pas du tout… Le bébé, il est incapable Bien sûr. de fabriquer tout ça. Donc, tout ça, ça passe dans le lait maternel et le bébé va pouvoir utiliser tout ça et ça va l'aider. Donc, les IgA sécrétoires, elles vont avoir une action sur la flore intestinale qui est en train de s'installer, sur la diversité de la flore. Elles vont pouvoir éliminer éviter la croissance des bactéries pathogènes et ça va être quelque chose d'important. On va trouver aussi dans le lait maternel des macrophages, des polynucléaires, des lymphocytes, donc qui viennent des cellules immunitaires, quoi. Que des cellules immunocompétentes. On va retrouver également des facteurs de croissance, mais qui sont adaptés, ceux-là, aux petits bébés humains. Ces facteurs de croissance qui vont permettre la croissance de certains tissus, qui vont avoir une action sur les muqueuses intestinales, gastriques, et qui vont avoir aussi une action sur la croissance des cellules immunocompétentes, celles qu'on vient de voir, c'est-à-dire les lymphocytes, les macrophages et tout ça. On va trouver aussi des hormones dans le lait maternel, thyroxine, insuline, certaines hormones qui vont réguler l'appétit, d'autres qui vont réguler le sommeil. Et la satiété, l'endormissement, tout ça va être pris en compte. Au niveau des acides aminés, parce qu'on parle des protéines, une protéine, c'est une construction, c'est beaucoup d'acides aminés qui s'assemblent. Et le lait maternel est 5 ou 10 fois plus riche en acides aminés essentiels. Les acides aminés essentiels, c'est des acides aminés qu'on ne peut pas trouver, qu'on ne peut pas fabriquer et qu'on est obligé de trouver dans l'alimentation. Et là, dans le lait maternel, il y en a beaucoup et le lait maternel va en apporter beaucoup. Ces acides aminés vont permettre à l'organisme du bébé de se construire, de fabriquer les tissus, de démarrer son système immunitaire, etc. Alors, donc ça, c'est les protéines qui sont dans le lait maternel. Il y a également des lipides. Les lipides, ça va être la principale source d'énergie. Là aussi, dans le lait maternel, on va trouver une enzyme qui est faite exprès pour permettre une bonne digestibilité des lipides, c'est la lipase. Alors, la teneur du lait maternel en acides gras, elle va dépendre de deux choses. Elle va dépendre surtout de son alimentation et elle va dépendre de ses réserves. Alors, les acides essentiels qui sont importants pour le développement cérébral et neurosensoriel, l'œil et tout ça, vont convertir en acides gras polyinsaturés à chaîne longue les oméga-6 et les oméga-3, en particulier le DHA. Ce qui est intéressant, c'est que donc, ces acides gras polyinsaturés, oméga-6, oméga-3, ils viennent donc de l'alimentation, mais également des réserves maternelles. Alors, qu'est-ce que c'est les réserves maternelles ? Il y a des chercheurs qui pensent que, en fait, les filles, dès toutes petites, commencent à stocker au niveau des fesses, au niveau des cuisses, du haut des cuisses et des hanches, un peu de graisse qui va être très riche en acides gras polyinsaturés et ça va aider. C'est pour leur futur bébé, quoi. Oui, c'est ça. Incroyable, c'est incroyable, mais c'est assez intéressant. Ouais. Et du coup, ça veut dire que les liposuctions, ce n'est pas forcément très bien.
Ah oui, d'accord. Parce que ces graisses-là… Mais expliquer que la liposuction, c'est pour faire de l'esthétique, quoi. Voilà, c'est ça. La femme qui dit j'ai des trop grosses cuisses ou trop grosses fesses, Oui, alors enlève-les moins, alors que c'est bon pour bébé, Ben, c'est ce la sera bon réserve. voilà, ce sera bon pour le bébé et ça va être bon pendant la grossesse, mais ça va se continuer, ça va servir pendant l'allaitement pendant au moins 1 an. Ah, c'est sympa. Donc, bon, c'est intéressant. Alors, il y a aussi beaucoup de cholestérol dans le lait maternel. Le cholestérol, il va être utile pour la multiplication, le maintien des cellules. Et on pense même que le taux élevé de cholestérol peut peut-être permettre une meilleure gestion du cholestérol plus tard chez l'individu. Donc, ça peut aider. Très important, le cholestérol pour la synaptogénèse, pour générer des connexions dans le cerveau du nourrisson en développement, c'est hyper important. Donc, c'est très, très fort ce que vous dites, parce qu'il faut vraiment qu'on arrête de diaboliser le cholestérol, quoi. Enfin, excusez-moi, mais ça, je ne pouvais pas résister. Et ça, non, mais c'est bien. La synaptogénèse, c'est pendant la grossesse, tu veux dire? Non, tout le temps, tout le temps. Même chez l'adulte, la synaptogénèse, en fait, c'est la genèse de nouvelles connexions entre les neurones. Il faut expliquer la synapse, qu'est-ce que c'est en 2 mots, la synapse? Une synapse, c'est une connexion entre un neurone et son effecteur, donc la cellule qui va réagir à l'information envoyée par le neurone. Et cet effecteur, ça peut être un autre neurone. En fait, la synaptogénèse au niveau du cerveau, c'est la production de nouvelles connexions. Donc, un enfant, pour générer beaucoup de connexions, ça va être très, très important de le stimuler. L'allaitement stimule la genèse de nouvelles connexions, comme ça a très, très bien été dit. Il y a beaucoup d'études qui montrent que le quotient intellectuel des enfants qui ont été allaités, leur développement psychomoteur, neurologique, etc., sont meilleurs quand ils ont été allaités plus longtemps, avec un effet dose dépendant. Cette synaptogénèse, en fait, est médiée, entre autres, par le cholestérol. Faut savoir, faut le dire, que 25% du cholestérol total de l'organisme humain se situe dans le cerveau. Oui, c'est bien. Donc, on a vu les protéines, on a vu les lipides, maintenant les glucides. Donc, 85% des glucides du lait maternel sont représentés par le lactose. C'est le lactose qui va apporter l'énergie. On a perdu votre, je comprends pas. Votre visio. Oui, mais j'ai une mauvaise connexion en ce moment. Bon, j'ai rien fait. Il faut juste réactualiser la page en haut. Il faut réactualiser la page en haut. Voilà. Elle va revenir. Elle revient. C'est parfois quand voilà, on bien. les images. Voilà, c'est notre notre responsable. Mais restons comme ça. Hein. Ouais, d'accord. Donc, le lactose va apporter l'énergie. Il va favoriser l'installation d'une flore intestinale spécifique, les bifidobactéries, et il va aussi avoir une action sur l'absorption du calcium. Une fois que le lactose arrive, le bébé, grâce à une lactase, va transformer le lactose en glucose pour avoir de l'énergie pour l'activité physique et en galactose pour le développement du cerveau. La deuxième partie, les 15% restants, ce sont les oligosaccharides. Alors, c'est des sucres complexes spécifiques du lait humain. Il y en a plus de 200 dans le lait maternel. Donc, ça, on ne va pas les trouver ailleurs. Alors, ils sont essentiellement… leur impact, ça va être sur la flore intestinale. Ils vont favoriser l'installation d'une flore intestinale spécifique et de qualité en inhibant l'implantation des germes pathogènes. Donc, en même temps, certains des oligosaccharides du lait maternel vont également permettre le développement de biofilms. Les biofilms vont permettre aux bactéries de s'installer, d'adhérer sur la paroi intestinale. Il faut savoir que les oligosaccharides ne sont absolument pas digestibles et ils ne sont utiles qu'aux bactéries. Ça fait partie des prébiotiques. Sans eux, les bonnes bactéries du tube digestif ne survivraient pas. Alors, en fait, aux USA, il y a une nouvelle industrie qui démarre parce que c'est une sorte de trafic, en fait, enfin pas toujours, mais le lait maternel est recueilli, il est traité en laboratoire pour en extraire les oligosaccharides. Une forme de lactarium, mais alors pour faire de la biochimie. Oui, mais en fait, il y a un marché noir du lait, enfin, ça commence à être un truc très moche. Bon, ça, c'est USA, c'est pas chez nous, alors. Hein. Voilà, c'est aux USA. Et effectivement, les scientifiques étudient beaucoup la possibilité de traiter de nombreuses maladies grâce aux substances qui sont contenues dans le lait maternel. Donc, il y a beaucoup d'études là-dessus, ce qui prouve bien que c'est un or riche, quoi. Hein. Oui. Donc,
En plus des lipides, protéines et glucides, il y a des enzymes, beaucoup d'enzymes. Il y a plus de 40 enzymes dans le lait maternel. Il y a peu de sels minéraux, mais c'est voulu et c'est important pour ne pas surcharger les reins du bébé. Il y a un petit peu de sodium. Il y a du calcium, mais il y en a 4 fois moins que dans le lait de vache parce qu'il est beaucoup mieux absorbé grâce à la teneur élevée en lactose. Il y a du fer, on l'a vu, qui est lié à la lactoferrine. Il y a de l'iode et du fluor. Il y a également des vitamines. Alors, le taux de vitamines contenu dans le lait maternel dépend de l'alimentation de la mère et des stocks de la mère. Donc, normalement, vitamine tout ça, A, Catherine, ça ferait une excellente lettre à mettre en synthèse sur le site. Hein. Le lait maternel, composition, intérêt, formidable. D'accord, la prochaine alors. Voilà, prochaine. D'accord. Pour terminer la composition, le lait maternel contient également des bactéries. Alors les bactéries, donc le bébé va avoir des bactéries grâce au lait maternel, le bébé va avoir des bactéries grâce au contact quand il va téter, quand sa maman va lui faire des bisous, et le contact peau à peau, et également au moment de l'accouchement. Si l'accouchement se passe par voie basse, ce qui est le plus souhaitable bien sûr, il va y avoir un ensemencement, on appelle comme ça, lors du passage dans la filière génitale de la maman, et le bébé va récupérer des bactéries, des bons germes de la maman, et ceux-là, plus ceux qui sont dans le lait maternel, plus ceux que le bébé va récupérer en tétant, ça va être les premiers occupants de son tube digestif. Et ils vont avoir une importance capitale. Alors, les bébés qui naissent par césarienne, juste une parenthèse, ils ont quand même un petit handicap à cause de ça. Et heureusement qu'avec l'allaitement et puis le contact peau à peau, ils vont quand même pouvoir réinstaller, avoir une aide pour installer cette flore intestinale. Et puis, il y a des maternités qui ont compris et qui, quand il y a un accouchement par césarienne, mettent une compresse dans le vagin de la maman et font un peu... Badigeonne le petit, quoi. Voilà, pour que le bébé soit quand même un petit peu ensemencé. Voilà. Alors, c'est la tétée. Alors, on va parler de la tétée. C'est la tétée qui déclenche la production du lait. En fait, les seins ne sont pas remplis de lait, comme on peut l'imaginer. Les seins, c'est du tissu mammaire, c'est du tissu graisseux, c'est du sang. Mais en fait, il n'y a pas plus que 2 cuillerées à soupe de lait dans les canaux lactifères. Pas de stockage, il n'y a pas de stockage. Il n'y a pas de stockage. Donc, la tétée va envoyer un signal nerveux au cerveau. Le cerveau va demander à l'hypophyse de sécréter 2 molécules, la prolactine, qui va stimuler la production du lait, et l'ocytocine qui va aider à éjecter le lait des glandes mammaires. Et bien sûr, l'ocytocine, on connaît sa capacité pour le lien entre la maman, etc. Oui, l'éjection. Et donc, en fait, les pleurs du bébé déclenchent souvent l'éjection du lait. Hein. Les mamans qui ont allaité, elles ont toutes, je pense qu'elles ont toutes vécu ça. Moi, je me souviens, je me suis promenée une fois avec ma belle-fille qui avait accouché. Et elle avait un chien, elle laisse le bébé à la maison et on sort le chien. Et à 500 mètres de la maison, il y a un bébé qui pleure dans un appartement à côté. Et immédiatement, elle me dit « Oh là là, ça y est, j'ai une montée de lait ». Et ce n'était pas son bébé. Donc, c'est vraiment un signal fort pour le cerveau. Donc, psychogène. Oui, absolument. Alors, est-ce que le lait maternel, il est toujours le même? Non, pas du tout. J'ai une autre petite anecdote qui va tout à fait dans ce sens-là. Donc, une jeune maman qui a dû recommencer le travail un petit peu plus tôt. Son bébé avait 4 mois, donc elle s'était arrangée avec son employeur pour pouvoir tirer son lait et donc le transmettre via son mari pour son bébé. Donc, elle utilisait un tire-lait mécanique et elle se rendait compte que elle n'avait pas du tout supporté le tire-lait électrique. Bref, et donc en utilisant le tire-lait mécanique, une espèce de pompe en fait très simple, pour pouvoir produire plus de lait, elle sortait son téléphone et elle mettait des photos ou des vidéos de son bébé et il y avait une différence qui était de l'ordre de plusieurs dizaines de millilitres. Hein. C'était vraiment très significatif. Oui, c'est super. Ouais. Et donc justement, les variations de la composition du lait, c'est aussi intéressant. Classiquement, on dit qu'au début de la tétée, le lait il est aqueux pour satisfaire la soif et qu'après, il est plus gras pour combler la faim. En fait, c'est à nuancer.
parce que après la tétée, la dernière tétée, il reste un peu de lait dans les seins. Et ce lait, il est gras, parce que c'est la fin de la tétée d'avant. Et après, ça va se mélanger avec le nouveau lait. Donc, en fait, c'est impossible de savoir exactement à quel moment le lait est plus gras. Et ce qui compte et ce qui est rassurant, c'est la courbe de poids du bébé et son état et la satiété qu'il manifeste. Donc, bon, bien sûr, quand il fait chaud, le lait, souvent, il est un peu plus riche en eau, justement pour hydrater le bébé. Dans les premières semaines, en fait, la teneur en lactose du lait va augmenter, alors que les oligosaccharides vont diminuer, parce que en fait, le bébé il va bouger de plus en plus, donc il va avoir besoin d'énergie, donc plus de lactose, et les oligosaccharides qui essentiellement s'occupent de la flore intestinale ont déjà fait une bonne partie du travail, ils ont déjà lancé l'affaire, et du coup, le taux des oligosaccharides diminue. Les sels minéraux aussi diminuent de moitié, et les protéines, on a vu les protéines entre le lait colostrum et le lait mature 10 fois moins. Donc, par contre, les lipides augmentent aussi pour avoir aussi pour l'énergie. La concentration en graisse du lait maternel, c'est vraiment une variable qui est très importante. Et comme on a vu, ça dépend de l'alimentation de la maman et de ses réserves. Alors, le lait maternel, il va varier dans la journée. Il va varier en fonction des besoins énergétiques du bébé, des besoins nutritionnels et même psychologiques. En fait, pendant la tétée, il y a le vide qui est fait par le bébé qui a compris qu'il s'est bien tété. Et il y a un peu de la salive du bébé qui est réaspirée dans les canaux lactifères. Et du coup, la composition de la salive va être analysée par l'organisme de la maman et elle va adapter le lait en fonction de ce qu'elle va avoir comme résultat de son analyse. Par exemple, si un bébé commence une maladie infectieuse, une rhinopharyngite ou quelque chose, le système immunitaire de la mère va modifier la composition du lait et elle va produire des agents anti-infectieux pour aider le bébé à lutter contre cette infection. Antibiotiques naturels. Moi, je trouve ça génial, quoi. Vraiment, fabuleux. Mais il faut incroyable. le crier sur les toits, ça. Donc ça, c'est vraiment... Les médecins ne le savent pas. Il n'y a Oui, que oui, vous, comme oui, médecin, oui. qui le savez. Il n'y a que vous, comme Toubib, qui le savez. Alors, Elle a bossé le sujet et bien. Hein. Non, c'est fabuleux. Bon, les chiffres, par exemple, le cortisol, Oui. le taux de cortisol est variable aussi, selon le moment de la journée. Le matin, le taux est assez élevé pour stimuler l'éveil et l'attention, et le soir, il baisse en fin de journée pour que le bébé retrouve le calme. Et parallèlement à ça, en fin de journée, le lait qui est produit va être plus riche en tryptophane, parce que le tryptophane, c'est un précurseur de la sérotonine et de la mélatonine. Et donc, ce lait de fin de journée ou ce lait de soirée, enfin nocturne, ça va permettre au bébé de se réguler et ça va permettre de synchroniser l'horloge biologique entre le nourrisson et sa maman. Le lactose, donc on a vu que c'est pareil, dans la journée, le lait est plus riche en lactose parce que le bébé bouge. Le lait du soir, par contre, il va plutôt être riche en lipides qui vont permettre une satiété plus importante. Le bébé sera calé et on espère, il dormira mieux. Alors, ce qu'il faut noter, c'est les mamans qui tirent leur lait. Il faut absolument qu'elles notent à quelle heure elles ont tiré leur lait. Parce que c'est dommage de donner à un bébé le soir un lait qui a été tiré le matin, parce qu'il va être riche en cortisol, il va être riche en lactose, et ça va booster le bébé, et c'est pas le but, quoi. Donc c'est important, je pense, de noter à quelle heure ça a été tiré. Alors, après la première année, le lait se modifie un petit peu, il va contenir plus d'anticorps, plus de protéines, et ça, c'est en faveur d'un allaitement prolongé pour soutenir le système immunitaire qui est en cours de maturation. La teneur en lactoferrine, cette protéine qui a tellement de vertus antibactériennes, anti-inflammatoires, elle était à 5 grammes par litre dans le colostrum, elle va diminuer la première année à 3,5 et après un an, elle remonte à 5 grammes. Et cela jusqu'à 24 mois et plus. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Enfin, alors, j'ai deux questions à vous poser, Catherine. Oui. D'une part, on en avait un petit peu parlé, où je vous avais envoyé des éléments. Moi, je ne me vois pas, mais si vous me voyez, ça suffit, ou ma voix suffit. Oui. Bon.
il y a une hypogammaglobulinémie entre le 2e et le 6e mois. Oui. Parce que la maman en donne un peu moins pour aider, entre guillemets, le bébé à en fabriquer des gamma-globulines. C'est-à-dire, l'immunité de la maman se réduit pour que le bébé ait une immunité qui se construise. Mais c'est à ce moment-là que dès 2 mois, vous avez les gens qui croient qu'il faut vacciner l'enfant, alors que la loi n'a jamais dit qu'il faut vacciner un enfant à 2 mois. Elle dit avant 24 mois. Mais le problème des 2 mois, il est lié au fait que les mamans à 3 mois doivent reprendre le boulot, qu'il faut qu'elles soient sûres d'avoir la crèche pour le petit, et que donc à la crèche, on leur dit il faut que votre gosse soit vacciné, sinon on ne le prend pas, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ces informations-là? Je trouve que c'est un autoritarisme épouvantable. Les parents subissent quelque chose d'une violence extrême. Moi, j'ai arrêté de travailler il y a 2 ans maintenant, et j'ai des familles, des parents que je connaissais bien, ils n'ont pas voulu faire de 2e enfant à cause de ça, parce qu'ils ne veulent pas se retrouver coincés, être obligés de vacciner à 2 mois. Ce ne sont pas des gens qui sont contre. Pourquoi je suis Les vaccins? Attendez. Oui, ce sont pas. Des antivax, quoi. Oui, ce ne sont pas du tout des antivax, mais c'est des gens qui. On l'a perdu. Professeur, je pense qu'il ne faut peut-être pas trop parler. Enfin, là, on parle vraiment des laits. Donc, C'est une catastrophe, quoi. C'est vraiment une catastrophe. Et alors, ils sont soit un des deux qui arrête de travailler, c'est pas toujours évident. Soit ils font ils font vacciner leur bébé. Je pense que notre association qui défend les familles doit demander que toutes les mamans qui ont eu un bébé et qui veulent ou pas allaiter leur enfant, on n'est pas là pour les obliger en quoi que ce soit, il faut qu'il y ait 6 mois de congé parental et pas 3 mois. Mais bien sûr. Mais moi, je dirais qu'il faudrait 1 an. Il faudrait un an pour que ce soit bien. Déjà, essayons de doubler. Oui. Alors, deuxième question, Catherine, parce que j'ai perdu un cousin il y a fort longtemps, puisqu'il aurait mon âge aujourd'hui, d'une toxicose. Et à l'époque, le mot toxicose, c'était catastrophique pour un enfant. Alors, qu'est-ce que c'était la toxicose? Est-ce que c'était un enfant déshydraté? C'était quoi? C'est possiblement une gastro-entérite aiguë. C'est possible. Moi, je pense que c'était peut-être ça, parce que c'était sans doute pas une pneumopathie ou une infection ou une septicémie. Il l'aurait appelé autrement. Je pense que c'était effectivement, mais il faut vérifier, je ne sais pas. Ce mot existe encore en pédiatrie? On peut dire un enfant. Non. Ah, ça ne se dit plus, ça. Non. Ça se dit plus. Non. D'accord. Non. Donc ça, c'est du passé, ça date vraiment du siècle dernier. Oui. Ah, allô? Oui. On se revoit. Oui. Alors, on va peut-être continuer, du coup, pour pas perdre trop de temps. Oui. Alors, il faut passer à Kevin, peut-être? Alors, moi, je voulais juste vous montrer les liens pour les mamans qui veulent avoir des conseils. Je les ai mis sur le chat, mais je peux les remettre si vous voulez. Oui, pour que les mamans puissent les noter, parce qu'en fait, il y a beaucoup de possibilités d'avoir des conseils, des aides, parce que c'est pas toujours facile d'allaiter. Chaque bébé est différent, chaque sein est différent, et parfois il faut quelqu'un qui a l'habitude, quoi. Donc oui, la Leche propose un accompagnement qui est très très bien fait. Pardon? La Leche League donne des accompagnements. Oui, mais il n'y a pas que, en fait. Je me suis aperçue, et il y a d'autres sites qui sont vraiment intéressants. Est-ce que vous vouliez partager aussi les diapos? Alors, les diapos, en fait, elles sont pour comparer certains, parce que effectivement, quand les mamans ne peuvent pas allaiter, ne veulent pas, mais en général, c'est parce qu'elles ne peuvent pas, elles vont être obligées de donner un lait en poudre. En fait, ça ne s'appelle pas un lait en poudre. Maintenant, on n'a pas le droit. Ça s'appelle une préparation pour nourrissons. Et effectivement, chez nous, c'est surtout les préparations pour nourrissons à base de lait de vache qui sont le plus répandus. Et comme je disais, il y a il y a 160 laits différents. Donc, c'est assez hallucinant. Donc, moi, j'ai trouvé sur Internet, et j'ai une maman qui m'en avait parlé, une étude comparative sur des laits bio avec des critères qui correspondent
ce qu'on a dit, c'est-à-dire surtout du lactose, un rapport protéines soluble et caséine correct, etc. Et donc, peut-être là, vous pouvez passer les premières diapos. La première, c'était, oui, c'est ça, la deuxième, en fait. Voilà. Et c'est un site, ça s'appelle OBB. Et si vous tapez OBB comparatif, et là, vous allez tomber sur ça. Donc, ils ont comparé un certain nombre de laits avec des... Je trouve vraiment c'est intéressant. Donc, si des parents sont obligés d'utiliser une préparation pour nourrissons, c'est intéressant de regarder ces comparatifs. Parce qu'il y a une marque en particulier qui a fait vraiment beaucoup d'efforts pour essayer de se rapprocher le plus possible du lait maternel. Et je pense que c'est peut-être le bon choix, en fait, cette marque. Alors, effectivement, la législation oblige, il y a vraiment des chiffres à garder. Il faut qu'il y ait tant de grammes de protéines pour 100 millilitres, il faut qu'il y ait tant de vitamines, mais ça, c'est surtout pour le premier et le deuxième âge. Mais après, le lait de suite, le lait croissance, dont l'utilité est approuvée, là, c'est n'importe quoi. Bon, moi, je laisse la parole, alors. Peut-être vous voulez parler des autres laits. Ah oui, dans le comparatif, il y a un comparatif pour les laits de chèvre qui est intéressant. Parce qu'effectivement, le lait de chèvre, pas si quelqu'un veut en parler, mais est sans doute un peu plus proche du lait maternel que le lait de vache. La chèvre, c'est un petit animal. Les caséines sont plus petites, plus digestes. Bon. Donc là, c'est pas celui-là. Celui-là, c'est encore, c'est la dernière. Oui, c'est ça. Merci. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est intéressant. Alors ça, je l'ai trouvé, ça a été compliqué. C'est je crois que c'est MB. Alors, MB, c'est une aide maternelle, une consultante. Et c'est une dame qui a un site. Une doula ou quelque chose comme ça. C'est une dame qui a un site qui est vraiment très complet et elle a fait une comparaison des laits de vache, mais elle a aussi fait cette comparaison des laits de chèvre. C'est la seule que j'ai trouvée. Et c'est intéressant parce que on peut se faire une idée et on peut choisir en connaissance de cause. Je vais marquer quelque part. Merci. Alors peut-être Voilà. ce qu'on s'était dit, Oui. c'était que en fait, Kevin pouvait peut-être parler spécifiquement du lait de jument, puisqu'il connaît bien le sujet, et que Jean nous parlerait des laitages ensuite, la place des laitages dans l'alimentation. Moi, je vois juste une question sur le lévothyrox, là. Je pense que c'est embêtant d'allaiter quand on prend du lévothyrox, parce qu'on va complètement interférer avec la thyroïde du bébé. Me revoilà, excusez-moi, Oui. mais je ne sais pas si c'était mon ordinateur. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que c'est mon ordinateur qui faisait que ça chahutait? Donc, je suis sorti et j'ai rouvert l'ordinateur. C'est vrai qu'attention, Jauman nous avait dit que sur nos ordinateurs, il faut tout fermer, absolument tout. Et moi, comme je suis arrivé tard, je n'ai pas eu le temps de forcer à quitter tout ce que j'avais, qui est trop de choses allumées, quoi. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que c'est ça qui était en cause? Auquel cas, pardonnez-moi, je suis responsable. Bon. Alors, Kevin, peut-être on va poursuivre. Tout à fait. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, oui, ce soir, on m'a confié de prendre la parole sur quelque chose qu'on connaît peut-être un peu moins. Moi, j'aime bien prendre les choses à contre-pied en général et donc parler de choses qu'on connaît parfois peut-être un petit peu moins au quotidien. Donc, j'ai écouté attentivement ce que Catherine nous a dit et en fait, tout du long, je pourrais presque ne pas avoir à parler. Je pourrais dire que c'est quasiment un copier-coller de ce qu'il y a dans le lait de jument. Mais je vais quand même en parler, évidemment. Donc, pour la petite histoire de mon côté, moi j'ai 2 enfants. Le premier n'a pas été allaité. Il a été vraiment impacté par un eczéma atopique très jeune avec des problématiques puisqu'on a eu affaire à des laits en poudre, moi j'appelle ça comme ça, ou des produits transformés qui ressemblent à du lait, excuse-moi Catherine,
Pour moi, les choses qui sont fabriquées chimiquement ne sont pas toujours les plus bénéfiques malgré tout, puisqu'elles sont parfois même dextrogires, elles sont mal assimilées. C'est une composition d'éléments mis bout à bout pour essayer de ressembler à quelque chose d'existant, mais reconnu comme étranger par l'organisme pour la plupart des produits à absorber. Et donc, je me suis dit quoi faire. Alors, je suis allé voir des tas de spécialistes. Évidemment, je n'ai pas eu la chance de connaître Catherine. Je suis allé voir des dermatologues, etc. On m'a remplacé le lait de vache par le lait de chèvre. Alors, l'enfant est allergique à la caséine, ça amplifie les effets. Ensuite, on m'a donné du lait de riz. Dans le lait de riz, il y avait des sels hyper odorantes, collantes. C'était encore pire. Donc, je me suis dit, je vais quand même assumer mon métier. Mais quand c'est ses enfants, c'est pas facile. Eh bien, j'ai choisi de m'intéresser au lait de jument. Sur le papier, le lait de jument n'est pas un lait infantile, en France, en tout cas, considéré comme tel, puisqu'on sait que les mastodontes en France, ce sont ceux qui se préoccupent de ceux qui font la pub, les 3 produits laitiers par jour sont nos amis. Eh bien, on sait que c'est l'industrie du lait de vache qui gère tout ça. Donc, si l'industrie du lait de jument, si on peut appeler ça des industries, puisqu'il n'y en a pas beaucoup en France, il y en a très peu, je crois, deux et très peu en Europe, eh bien, ça les dérange, justement. Donc, puisque c'est très efficace. Les études qui ont été menées là-dessus sont des études russes, vraiment très poussées. D'ailleurs, en général, les études russes sont vraiment passionnantes. Ils ont au moins une dizaine d'années d'avance sur nous, sur toutes les études que l'on fait, à mon sens, en tout cas en France, et sont plus libres dans ce qu'ils ont à partager. Il faut savoir aussi que le lait de jument était utilisé à l'époque dans un hospice Saint-Vincent, je crois, à Paris, où il y avait une centaine de juments qui étaient là pour nourrir les enfants qui avaient des besoins et des pathologies, par exemple. Donc on sait que c'est efficace, mais comme il fallait relancer l'économie mondiale, notamment aussi après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, on s'est préoccupé de nourrir les gens plutôt que de la qualité. Donc moi, quand je parle de quelque chose, j'aime bien parler des produits, mais aussi de la qualité des produits. Parce qu'on dit toujours, mange ci, mange ça, prends ci, prends ça, mais on ne sait pas toujours comment c'est fait derrière. Et la qualité de comment on peut être élaboré le produit est pour moi aussi important que le produit maintenant. Si on sort du sujet, je dis mange une pomme, mange un goji. Moi, j'aime pas parler comme ça. J'aime bien dire un goji qui vient de là, une pomme qui vient de là, puisque ça dépend de la terre, ça dépend du soleil, ça dépend de plein de facteurs. Et bien, c'est pareil pour les laits, à mon sens, lait de vache, lait de brebis, de chèvre et de jument. Donc, ce lait de jument, donc, il est riche de plus de 400 nutriments environ. Donc, il y a tout ce que tu disais, Catherine, la lactoferrine, il y a du Q10, il y a la méthionine, tryptophane, sérotonine, et du coup, et j'en passe. Donc là, les personnes avec qui j'ai l'habitude de collaborer sont une structure française qui, eux, du coup, vont même jusqu'au bout, je dirais, du délire à nourrir leurs juments avec de la luzerne. La luzerne, il faut savoir que c'est très riche en oméga 3. En oméga 3 pour enrichir en plus un petit peu ce lait. Dans ce lait, aussi, il faut savoir que là, c'est la structure, la voie lactée dont je parle, et cette structure va très loin dans le sens où ils attendent à peu près 4 mois pour justement pouvoir extraire ce lait et l'extraire d'une manière très qualitative qui est la cryogénisation. Donc, c'est une technique de conservation par le froid. Donc, il y a ce lait qui peut être vraiment frais et congelé très rapidement, du coup, à plus de moins de 45 degrés. Donc, non pasteurisé. Non pasteurisé. Non pasteurisé. Cryoconservation, le froid. Voilà, c'est ça. En fait, pour moi, en tout cas, la pasteurisation, dès qu'on pasteurise un lait, on perd énormément de choses. Et on va rajouter après des tas de produits pour essayer de compenser avec des lactases, etc., mais qui ne sont pas forcément efficaces, etc. Donc, dans ce type de lait, du coup, il n'y a pas d'hormone de croissance aussi. Donc, ça, c'est assez important parce qu'on sait que l'hormone de croissance aussi peut engendrer différents types de cancers, malgré tout, il faut le dire. Et donc, à partir de 4 mois, du coup, ils attendent jusque-là pour pouvoir l'extraire et du coup, et qu'il n'y ait plus cette potentielle hormone qui peut être gênante pour notre santé. Donc, il y a il y a énormément de bactéries lactiques. Il y a
Et les traites sont faites 5 fois par jour. Donc, on n'extrait pas plus de 500 millilitres à chaque fois environ, parce qu'une jument ne produit pas plus de 2,5 litres en moyenne par jour. Donc, vous imaginez, par rapport à une vache, c'est 10 fois plus, 25 à 30 litres. Donc, on va vous dire que le coût va avec. Donc, c'est sûr, acheter du lait en poudre de vache, ça ne coûte rien. On va dire sous le papier, oulala, prendre voilà, que ce soit un lait frais, congelé ou un lait, un lait lyophilisé, cryolyophilizé, eh bien, on se dit, mais attends, ça coûte 80, 90, voire 100 euros les 100 grammes à peu près. Hein. Mais on se dit, mais c'est hyper cher. Mais si vous voyez le temps que ça prend quand on a un enfant qui n'est pas en forme, un enfant malade, le temps que ça prend pour aller, on le voit moins avec la carte vitale parfois, mais ça coûte très très cher, ça prend beaucoup de temps, et surtout avec des parents qui ne savent plus où taper et qui ne sont pas forcément, qui surtout en errance thérapeutique derrière, avec des problématiques qu'ils n'arrivent pas à gérer, que ce soit des problématiques de sommeil, de croissance, de maladies de peau, maladies digestives. Et bien avec ce lait de jument, pour avoir comparé énormément de lait, c'est vraiment celui qui se rapproche le plus dans toutes les compositions. C'est le même lactose, bêta-anhydre que la maman, etc. Et donc, pour finir sur ce sujet, moi je vous suggère vraiment d'essayer, parce qu'il y a des mamans qui ne peuvent pas ou ne veulent pas allaiter, et vous allez voir que ça change la vie de votre enfant. Vous allez le voir évoluer. Moi, en une semaine, en fait, j'ai tout essayé pendant 2 mois, on ne trouvait rien. On m'a dit, votre enfant est malade. Alors, en tant que parent, personne ne fait rien. On me donnait de la cortisone à mettre sur sa peau. On me dit, c'est pas du tout. Et du coup, mais en 5 jours, plus rien du tout. Alors là, il faut le voir pour le croire. Et c'est comme ça que je m'y suis intéressé, que j'ai creusé les études à ce niveau-là, et que j'ai cherché après des structures de qualité. Voilà, parce que c'est important, parler, comme je vous le dis, d'un produit, mais aussi de rechercher des produits de qualité. C'est pour ça que les structures qui... Alors, Catherine a eu une expérience là-dessus, je crois, hein, Catherine. Oui, moi d'abord, j'ai regardé un petit peu, effectivement, le lait de jument, il a beaucoup de points communs avec le lait de femme. Il a beaucoup de lactose, il est riche en acides gras non saturés. Il y a aussi beaucoup de protéines du lactosérum, il y a beaucoup de lactoferrine. Enfin, effectivement, il y a beaucoup de choses intéressantes dans le lait de jument. Moi, j'ai quelques mamans qui ont essayé tout au long de ma carrière. J'ai dû avoir 3-4 mamans. Et le problème qui s'est posé, c'est qu'il y avait des ruptures de stock. Et c'est un peu embêtant. Donc, est-ce qu'il doit y avoir une solution pour éviter ça? Moi, je pense qu'un bébé qui va bien, que la maman ne peut pas allaiter, mais qui trouve son équilibre avec ou un lait de vache en choisissant le meilleur, ou un lait de chèvre, ok, mais je pense que dès qu'il y a des problèmes et que le lait de chèvre, ça va pas mieux, etc., effectivement, pourquoi pas essayer le lait de jument qui semble intéressant. Mais la continuité, c'est ça qui... Il faut peut-être qu'il soit à ce moment-là prescrit par le médecin pédiatre pour qu'il y ait une prise en charge. Si c'est la solution pour guérir l'enfant, il n'y a pas d'autre solution. Mais il n'y aura jamais de prise en charge. Oui, voilà. Puis, mais il y a des prises en charge pour les autres laits, non? Quand il y a des allergies. Ah oui, mais c'est des laits particuliers. Oui, c'est les laits. C'est des laits vraiment médicaments sur ordonnance. Oui, c'est ça. Et vu l'ouverture d'esprit de la CPAM, je ne pense pas qu'elle acceptera de prendre en charge le lait de jument, quoi. Et donc peut-être qu'il faudrait que les producteurs fassent un espèce de partenariat avec les parents, en leur assurant un nombre de semaines ou un nombre de mois de production, non? Le problème, je me permets, c'est la quantité. C'est-à-dire qu'après, ça devient industriel, ça deviendra un business aussi. Donc là, vous voyez, avec un bon nombre de juments, l'entreprise dont je vous parle, la Voie lactée, par exemple, ils veulent continuer à maintenir un niveau de qualité plutôt que du coup faire de la quantité. Et ça ne sera jamais remboursé, parce que là, on parle des enfants ce soir, mais en fait, on le conseille ou le prescrit pour énormément de types de cancers et de maladies chroniques, de Crohn, etc. C'est en fait, comme je vous disais, pour conclure,
c'est difficile à se dire qu'un lait en poudre est aussi, entre guillemets, hein, en parlant vulgairement, est aussi complet qu'un complexe chimique, je dirais, hein. Donc, on va rembourser un zinc, par exemple, qui coûte 20 balles, mais on ne va pas rembourser un lait de jument qui est beaucoup plus physiologique. Et moi, en fait, j'en ai fait une cure cet hiver, parce que pareil, j'ai essayé en tant qu'adulte. En fait, c'est la cure qui m'a fait le plus de bien que j'ai ressenti, moi, en tant qu'adulte, dans mon corps. Donc, c'est quelque chose à découvrir. Et puis après, comme on dira, hein, chacun met le budget là où il le veut. Moi, j'ai préféré mettre le budget pour mon fils qui est en pleine santé, et j'ai presque dû arrêter prématurément parce qu'il commençait à d'avoir trop d'énergie. Donc presque, j'étais content quand il avait un petit rhume et qu'il était cassé, parce qu'on s'est dit il devient pire qu'un étalon. Donc ça donne énormément d'énergie parce que c'est physiologique comme un lait de maternel, quoi. Donc je tenais vraiment à vous en parler, puisque même tous ces laits de caprin et autres, eh bien, c'est le compromis, mais Oui. c'est pas physiologique quand même, hein, pas du tout. Voilà. C'est un compromis. Voilà. Et ouais. Là, il y a une maman qui pose la question pour vous. J'allaite mes 3 enfants, allergie croisée, allergie retardée, etc. Je pensais faire un relais avec du lait de jument, mais est-ce que 6 mois, c'est pas trop tôt? Moi, je pense pas, mais... Non, en fait, je vous réponds légalement, une fois de plus, face au mastodonte. Du coup, officiellement, ce n'est pas un lait infantile. On n'a officiellement pas le droit de l'utiliser en tant que lait infantile avant 1 an, mais c'est de la pure connerie. C'est juste que c'est l'Union européenne qui fout le bazar parce qu'ils n'ont pas envie que le lait de jument grimpe. Ça leur ferait de l'ombre et ça casserait leur business. Alors qu'ils ne devraient pas avoir peur, hein. Ce n'est pas les mêmes tarifs, ça n'a rien à voir, c'est pas remboursé. Non, et puis il n'y aura jamais des juments qui feront 25 litres de lait ou 30 litres de lait par jour. Donc, bien sûr. ça ne pourra jamais... ouais. Après, c'est une situation qui est assez facilement rémédiable parce que 6 mois ont passé déjà. Donc, s'il a plus de 6 mois, on peut commencer à diversifier pour apporter justement les autres graisses. Oui. D'ailleurs, j'invite lors de la diversification à introduire les huiles d'olive, l'huile de colza très très tôt, sans attendre. Surtout, n'ayez pas peur, c'est très important que les huiles végétales soient mises en route et vous pouvez tout à fait utiliser le lait de jument, il n'y a pas de problématique. De toute façon, les laits infantiles, il n'y a que les donc les premiers laits, tout premier âge, qui sont considérés comme utiles et ils n'ont pas le droit de faire de publicité pour ça parce qu'on doit faire la publicité de l'allaitement. Mais ces gros malins vous feront voir des nourrissons qui n'ont pas 6 mois en vous faisant de la publicité pour les laits après 6 mois, 2e âge, etc. Les laits de croissance. Les laits de croissance ne sont pas considérés comme une nécessité physiologique du tout. Tout à fait. Donc voilà, en tout cas, moi je vous laisserai découvrir. Il n'y a pas de caséine, ça flocule pas. On peut pas faire de yaourt avec du lait de jument. Ouais, c'est étonnant ça. Et effectivement, c'est le propre de la caséine de floculer. Donc c'est vraiment un lait très très particulier. Ouais, tout à fait. Et au point de vue du goût, tu l'as essayé, Kevin? Du point de vue du goût, c'est sympa. Problème, ils le disent, c'est que les enfants deviennent vite addicts parce qu'il est sucré comme un peu le lait maternel. Et d'ailleurs, je t'avais fait goûter, Henri, tu es devenu addict aussi. Oui, j'avais goûté, mais bon, il y a longtemps. Oui, ça ne m'a pas choqué en négatif. Voilà. Mais je n'en ai pas goûté assez, c'est tout. Et Jean, qu'est-ce que vous pensez du lévothyrox? Parce que là, il y a une maman qui allaite ou qui veut allaiter, et elle est sous lévothyrox. Moi, j'ai dit que ça ne me semblait pas une bonne idée, mais elle a l'air de... Quel est votre avis? Je pense que j'ai tendance à penser, après je suis pas médecin, j'ai mes limites, mais j'ai tendance à penser que si le lévothyrox est correctement dosé, normalement il doit faire son travail et répondre aux besoins d'hormones thyroïdiennes de la mère. Donc je pense que s'il y a une probabilité que le lévothyrox se passe dans le lait maternel, à mon avis ça devrait être logiquement, attention, j'en ai pas les preuves absolues, en faible quantité, et je dirais que c'est quelque chose qui pourrait au plus générer un rétrocontrôle négatif des hormones hypophysaires de l'enfant. Donc j'ai une patiente d'ailleurs qui est obligée d'avoir du lévothyrox, qui a eu 6 enfants, enfin qui attend son 6e enfant, qui les a tous allaités en ayant son lévothyrox parce qu'elle peut pas s'en passer, elle a pas de thyroïde en fait. Oui, mais alors moi je viens là-dessus, je demanderai le taux des anticorps antithyroïdiens.
Ouais. C'est-à-dire, soit elle a déjà baissé son taux des anticorps parce qu'on a traité sa thyroïdite de Hashimoto, et ce taux des anticorps, et Qui s'en est une. les endocrinologues ne surveillent pas suffisamment ces anticorps en disant, vous avez du lévothyrox, madame, à vie. J'en ai vu comme ça. Et moi, j'ai fait des réductions en demandant les taux d'anticorps antithyroïdiens qui sont réduits des 3/4 ou même qui sont normalisés. Et à ce moment-là, il faut réduire le lévothyrox et que la thyroïde, on la fasse repartir. Parce que quand on donne du lévothyrox, la thyroïde, elle ne fonctionne pas. Elle est au repos, quoi. Alors, quand elle est enflammée, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut, si le taux des anticorps antithyroïdiens est élevé, j'hésiterai à laisser passer le lait parce que peut-être qu'il va traverser, je ne sais pas. Il va passer dans le lait maternel, je veux dire, les anticorps de la maman. Je ne sais pas. Mais si les anticorps sont normalisés, pourquoi pas? Il doit y avoir sur le Vidal, d'ailleurs, quelle est la quantité qui passe dans le lait. Ça a dû être analysé. Je peux trouver l'info, ça, c'est pas un souci. Oui, mais nos thyroïdes. Je vais regarder si j'arrive à la trouver. Alors, Jean, tu as d'autres éléments parce qu'on va passer aux questions parce que je vois que c'est Tout à fait. dur. Hein. Tout à fait, effectivement. Ouais, il faut tenir les oreilles. Merci. La question qui va se poser, c'est donc une fois que la période de l'allaitement qui a été magnifiquement traitée, des laits artificiels, etc. Une fois que ces périodes-là sont passées, maintenant, il faut se poser les vraies questions parce que le discours officiel dans les sociétés françaises, suisses, belges, etc. de pédiatrie, c'est il faut du lait, c'est indispensable pour la croissance d'un enfant. Il n'y a aucune preuve scientifique que le lait soit indispensable à quelque âge de la vie que ce soit. Mais quand j'ai fait ma formation de diététicien, parce que j'ai aussi cette formation-là, dans les bouquins, c'est écrit en toutes lettres, hein, vous avez un chapitre sur les discours anti-lait, dans lequel vous avez une assertion gratuite qui a été balancée comme ça, de façon péremptoire. Donc, le lait serait le seul aliment indispensable à tous les âges de la vie. Il n'y a aucune preuve scientifique de cette phrase-là. Ensuite, deuxième raisonnement très terre à terre, il n'y a rien dans aucun lait animal, aucun nutriment, ni macronutriments ni micronutriments qu'on ne puisse trouver par ailleurs. Donc on n'a pas de raison de penser que si on prend du lait, on va être carencé en quoi que ce soit. Après, il y a toujours ce discours du calcium. Alors, déjà, il faut revenir sur le lait. On le présente comme un aliment très complet. Il est très complet, le lait d'une espèce donnée, donné aux nourrissons de cette espèce-là. Il est calibré pour, avec une variabilité du lait qui est absolument fascinante parce que sa composition n'est pas la même entre le début et la fin de la tétée, selon les différentes périodes de la croissance du nourrisson. Donc, c'est quelque chose qui s'adapte en permanence aux besoins du bébé. On en a eu des preuves magnifiques. Donc, dans le lait de vache, qu'on nous plébiscite à fond, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup d'eau, plus de 80% d'eau, et ensuite on va avoir, oui c'est vrai, 3-4% de protéines, donc on en a à peu près 3-4 fois plus que dans le lait maternel humain, et on a beaucoup de caséine. Et on a différents types de caséine, et on a des caséines qui, pour la plupart, sont des protéines qui ont une bonne réputation parce qu'on y trouvera tous les acides aminés essentiels. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que pour digérer ces caséines, il faut un équipement particulier. Il faut une enzyme, il faut deux enzymes, il faut la pepsine et la chymosine, plus l'acidité de l'estomac. Alors, nous, les humains, n'avons que la pepsine et l'acidité, et une acidité qui n'est pas le même pH que chez le veau. Donc, notre équipement digestif, dans la mesure où nous n'avons pas la chymosine, il n'est pas fait pour digérer le lait de vache. Après, si vous en consommez en faible quantité, l'estomac va produire plus d'acidité et va peut-être finir par réussir à le digérer parce qu'on a un équipement enzymatique assez complet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous consommez de lait ou de produits laitiers, plus vous allez demander un travail important à votre estomac qui n'est pas fait pour faire ce travail de consommation, de digestion de grandes quantités de protéines de lait. Donc plus vous en consommez, plus vous allez risquer de finir par développer une hyperchloridrie de réaction parce que quand l'estomac a du mal à digérer quelque chose, il produit toujours plus d'acidité jusqu'à ce qu'il l'ait digéré. Donc il y a des liens, c'est pas systématique, hein, faut être clair que tout le monde ne réagit pas de la même façon à un aliment ou à une catégorie d'aliments, mais vous avez certaines personnes qui ont des aigreurs d'estomac, des reflux gastro-œsophagiens qui sont amplifiés, voire provoqués par la consommation de lait. Alors, le lait en particulier, le lait sous sa forme quand il a été microfiltré, homogénéisé, etc., il est pas du tout facile à digérer, d'autant plus qu'on en a enlevé les graisses.
Le fait qu'on enlève les graisses du lait, eh bien, on raccourcit le temps pendant lequel le lait va être présent dans l'estomac et du coup, la digestion se fait d'autant moins bien. Donc, première chose, il faut bien expliquer que le lait, on n'est pas calibré pour digérer le lait de vache tel quel. On le digère beaucoup mieux quand il a été transformé, quand il a été coagulé, soit à l'aide de la présure, qui est en fait le suc gastrique de l'estomac du veau. Donc, le suc gastrique du veau permet de faire un travail de prédigestion. Donc, on peut arriver à digérer, par exemple, une faisselle quand elle a été faite de cette façon-là. Et après, quand le fromage a été caillé, coagulé, éventuellement par la cuisson et ensuite qu'il a été compacté et qu'il a attendu pendant plusieurs mois dans les caves, sa digestibilité est meilleure. Pourquoi? Parce qu'il y a des micro-organismes qui se sont développés, qui ont commencé à prédigérer ce produit laitier. Donc, quand vous avez un comté, alors je dis pas ça parce qu'on a un jurassien avec nous. Non, mais Jean, tu vas pas donner ça à un bébé quand même, là. Non, on donne pas ça à un bébé, mais on est dans n'était pas l'allaitement, forcé. ouais. Non, mais là, on parle plus des produits laitiers pour l'allaitement. Oui, d'accord. On a passé le sujet, je suis plus du D'accord. tout dans ce sujet-là. Je suis dans le sujet du lait, qu'est-ce qu'il contient et est-ce qu'il est digeste. Donc, la digestibilité d'un dérivé du lait, c'est possible de l'améliorer par le vieillissement. Ensuite, dans le lait, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver du calcium, il y en a beaucoup, c'est vrai, mais sa biodisponibilité n'est pas bonne. Alors attention, vous pouvez en cherchant sur Internet, sur PubMed, etc., trouver des études qui vous diront que c'est super, qu'il est très hautement absorbé, et d'autres qui vous diront qu'il n'est pas bien absorbé. Alors vous regarderez bien, les études qui vous soutiennent mordicus que le calcium des produits laitiers a une bonne biodisponibilité, ce sont des études qui sont financées par l'industrie du lait, Danone, Nestlé, choisissez en général, c'est ces deux-là, et ce sont des études qui sont biaisées à plusieurs niveaux. Parfois, il y en a une que j'ai vue récemment qui disait la biodisponibilité du lait est supérieure à celle la biodisponibilité du calcium du lait de vache est supérieure à celle des végétaux. Alors, je ne suis pas obtus, je regarde. Déjà, conflit d'intérêt majeur. Ensuite, je regarde l'étude ne disait absolument pas ça. Pas du tout. L'article était publié sur le site du CERIN, donc c'est le centre d'études et de recherche de l'industrie du lait en fait. Hein. C'est un lobby plus qu'un centre d'études. Et donc je regarde l'étude précisément, une étude britannique, sponsorisée d'ailleurs par l'industrie du lait. Et je regarde, c'était pas du tout les conclusions de l'étude. L'étude disait que la bioaccessibilité du calcium des produits laitiers était très bonne. Mais dans le tableau comparatif, on avait le chouquel qui avait un calcium qui avait une biodisponibilité qui était, mais genre 10 fois supérieure à celle du lait. Donc déjà, ce n'était pas du tout vrai. Et ensuite, ils évaluaient la bioaccessibilité in vitro, ce qui n'a rien à voir avec la biodisponibilité. Quand on regarde la biodisponibilité du calcium du lait, elle est au plus de l'ordre de 30 à 35%. Et dans celle des végétaux, elle est en général aux alentours de 70%, donc 2 fois supérieure. Donc, soyons très très lucides là-dessus. D'une part, les produits laitiers sont intéressants pour les protéines, je ne vous dirais pas le contraire, c'est des protéines de qualité, encore faut-il les digérer. Deux, le calcium des produits laitiers a une biodisponibilité qui n'est pas satisfaisante, il vaut mieux consommer beaucoup de végétaux, ce sera beaucoup plus intéressant. Et puis surtout, dans les végétaux, vous aurez le potassium qui va vous permettre d'économiser le calcium. Donc avoir une alimentation riche en végétaux et éventuellement, si vous ne digérez pas les produits laitiers, pauvres en produits laitiers, ne vous expose aucunement à un risque de carence en calcium ou à un risque d'ostéoporose. Ça, ce sont des légendes. C'est de la propagande laitière, c'est du commerce en fait, hein, c'est du marketing. Mais ça n'est pas une réalité scientifique tangible. Ensuite, les produits laitiers contiennent des graisses qui n'ont pas bonne réputation sur le plan cardio-métabolique. Ce sont des graisses saturées. Ce sont des graisses saturées. Et la présence de ces graisses saturées permet de comprendre pourquoi le calcium des produits laitiers a une mauvaise biodisponibilité. Parce que quand les graisses du lait vont arriver au niveau de la partie initiale, en fait, la partie qui est située entre l'estomac et le début de l'intestin grêle, vous avez le foie qui va envoyer de la bile. Et la bile va provoquer une émulsion, elle va jouer le rôle d'un savon. Et donc, la bile plus les graisses du lait plus le calcium, vous allez provoquer ce qu'on appelle une saponification, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez bloquer le calcium entre deux acides gras et il va partir dans les matières fécales. Donc, c'est ce qui explique pourquoi la biodisponibilité du calcium des laits de vache en particulier est très très loin d'être aussi reluisante qu'on dit, bien au contraire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer, il y a des personnes qui en consomment allègrement sans avoir de problème, mais il faut savoir que ça
ne vous protégera pas plus que ça contre l'ostéoporose. Ça aussi, c'est quelque chose qui est totalement à remettre en question. On a plein de publications qui démontrent largement le contraire et ce sont toutes des publications indépendantes. Voilà, donc la réciproque est vraie. Hein. Les publications qui vous disent que le lait protège de l'ostéoporose, c'est des publications qui ont des conflits d'intérêts. Donc on peut faire un petit peu dire ce qu'on veut. Donc c'est vraiment important d'être très très terre à terre là-dessus. Le lait de vache tel quel, c'est pas du tout une nécessité et personnellement je le déconseille pour une raison très simple, c'est que dans le lait de vache vous avez une bêta-lactoglobuline qui est la plus allergénique qui soit. Et cette bêta-lactoglobuline qui est totalement absente du lait de jument et du lait humain, eh bien, si vous en apportez, vous n'allez pas systématiquement développer de l'allergie, mais pour peu que vous ayez eu des cures d'antibiotiques un peu répétées, que vous ayez eu des traitements qui vont fragiliser votre muqueuse intestinale, c'est là que va se développer le phénomène allergique. Et on a aussi plein d'éléments qui montrent que dans les produits laitiers, vous avez des séquences d'acides aminés qui, quand elles sont obtenues lors de la digestion, vous produisent des caséomorphines, des choses qui sont un peu addictives. Donc on a un côté addictif dans les produits laitiers qui est authentique et qui peut parfois poser un petit peu problème quand on a malheureusement besoin de réduire les produits laitiers, ce qui est le cas la plupart du temps dans les maladies auto-immunes, parce que trop de produits laitiers va fragiliser votre système digestif, ce qui va favoriser donc une mauvaise activation du système immunitaire, donc tendanciellement de l'auto-immunité. C'est ce qu'avait beaucoup travaillé Signalé, et notamment dans des pathologies notamment articulaires. Alors, nous le verrons Mais là, on parle demain tout ça. Nous le verrons Voilà. demain tout ça avec le professeur Humbert, puisque demain à 20h30, nous avons un live totalement gratuit et nous serons en direct avec lui pour lui poser toutes les questions sur les sujets que tu viens d'aborder, en particulier les relations avec l'intestin. Donc, c'est peut-être le moment de commencer à répondre aux questions. Lucie, vous m'entendez? Moi, je t'entends très bien. Lucie, tu Moi nous entends? aussi. Lucie, vous nous entendez? Ouais, je pense que Lucie avait un petit bug. Bon. Elle va nous retrouver. Moi, je vous entends de nouveau. On revient, on commence sur les questions, Lucie. Pardon, en fait, je vous avais perdu. Tout était noir de mon côté. Donc, du coup. C'est pas grave, on vous voit, nous y sommes tous là. Donc, voilà, allons-y pour les questions. Alors, il y avait une question spécifiquement, je pense, pour le docteur Laurençon. Donc, à propos des